Alors bonjour les gens, vidéo 19, j'ai mis les lunettes parce que je vais vous lire l'histoire très répandue de l'Arche de Noé. Alors c'est pas tant pour l'histoire, c'est surtout pour les prouesses au niveau technologique que je vous parle de l'Arche. Alors bon, apparemment il y a eu plusieurs bateaux qui ont été retrouvés, alors moi je sais pas, je vous parle juste de l'histoire du mont Ararat, point. Après il y a d'autres bateaux apparemment, ils disent que c'est l'Arche aussi. Pardon, mais moi je vous parle de celui-là. Et je vais démarrer par rapport à, voilà, à ce qui a été trouvé sur le mont Ararat. Donc. Alors en 1955, hein, après plusieurs expéditions avec son fils au mont Ararat pour trouver l'Arche de Noé, Ferdinand Navarra, c'est un Français, je sais pas, c'est un Français qui il trouve un morceau de bois, voilà, dans un trou de glace, et il décide de l'amener à 3 laboratoires pour l'analyse. Et les 3 laboratoires disent que voilà, le bois il remonte à une période d'il y a 5000 ans. Alors, ok. Et bon, en fait, je vous dis, dans toutes les cultures de l'histoire, Noé se retrouve partout, et souvent sous un nom différent que Noé. On en parle donc dans les noms, dans les textes très anciens et dans les écrits, les écrits babyloniens, en Perse, en Égypte, en Chine, en sanskrit, acadien, sumérien, aztèque, inca, espagnol. L'histoire de Noé, voilà, est mentionnée 272 fois et se retrouve dans toutes les cultures et les civilisations du monde. Voilà. Et il y a de très anciennes, écritures cunéiformes, où on en parle, et ainsi que dans un texte des gravures chinoises très très anciennes, des civilisations anciennes chinoises, ils en parlent aussi. Voilà, donc ensuite il y a eu beaucoup de personnalités, des historiens, des chercheurs, des scientifiques, des grandes personnalités qui sont venues exprès pour voir cette fameuse arche au mont Ararat. Et il y a l'évêque de Salona en 360 après Jésus-Christ, il a montré une précieuse relique qui venait du mont Ararat. C'est un morceau de bois bien préservé venant d'un grand bateau de mer. Il y a l'historien Aménilphon qui a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254, d'accord. Il dit au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible. Voilà. Ensuite, en 1269, l'explorateur Marco Polo écrivit dans ses récits que l'arche de Noé repose sur les hauteurs du mont enneigé Ararat. Donc il y a beaucoup de témoignages. Et dans la Genèse 6.14, il est écrit « Fais-toi une arche en bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Alors le bois de gopher, voilà, déjà, ils savaient des tas de choses à l'époque, vous voyez, moi je le dis toujours, c'était des alchimistes en puissance, et ils avaient le savoir, la connaissance, donc c'est pas un petit bateau bidouillé avec 3 morceaux de bois qui a été construit, Alors le bois de gopher, en fait, c'est pas un bois, c'est pas un arbre. Disons que c'est pas une espèce, c'est plutôt un procédé. Et c'est un procédé qui a été utilisé, voilà, en Israël dans les temps anciens. Il y avait un arbre particulier, d'accord, et on suppose qu'il prenait l'écorce de cet arbre et il collectait la sève pour faire des collages, vous voyez, en pièces de bois. Pour coller des pièces de bois, et une fois durci, en fait, l'ensemble devenait incassable. Et on ne pouvait plus le casser, peu importe le sens dans lequel vous le preniez, il n'y avait rien à faire. C'était une sorte de contreplaqué, voilà, parce que le bois de gopher est un procédé de stratification ultra résistant, d'accord. Et ils disent que le bateau il devait être très très résistant pour vous imaginez, pour subir tous ces mouvements de l'eau amenés par le déluge, par cette catastrophe. Et donc ils disent que le bateau il avait 130 mètres de long et sur 22 mètres de large, donc de long, de large 22 mètres 50 de large et 13 mètres 50 de hauteur. C'est l'équivalent de 55 000 mètres cubes, ou si vous préférez 170 wagons de marchandises. Voilà. Alors l'arche devait être sur 3 niveaux
sa construction a duré plusieurs années apparemment, hein. Alors, voilà. Alors comment est-ce que sans la technologie il pouvait construire un tel bateau? Comment il a fait Noé? Alors, vu que les anciens ils savaient tout faire, hein, ils savaient faire, écoutez, déjà de toute façon on a retrouvé des traces, hein, de l'époque, même des anciennes constructions, les mégalithiques, tout ce que vous voulez, les palaces, les palais, les sculptures, tout ce qu'ils ont pu créer. Ils savaient ce que c'était que l'électricité, ils utilisaient des batteries, ils savaient ce que c'était que le plaquage par procédé électrolytique. Donc au niveau d'architecture, ils étaient imbattables, hein, vous voyez ce qu'ils ont construit, des temples magnifiques, ils avaient l'air conditionné, avec des systèmes de ventilation, etc. Donc moi je ne vais pas discuter la technologie de l'époque, hein. C'était bien supérieur à ce qu'on nous dit qu'elle était, et elle reste supérieure dans certains domaines à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà. Alors en juin 1840, il y a un énorme tremblement de terre, d'accord, qui a secoué le mont Ararat. Il y a le monastère et plusieurs maisons, des bâtiments qui ont été détruits. Il parle de milliers de morts. Il y en a peu qui ont survécu. Le monastère Saint-Jacques et les reliques ont été complètement détruites, hein, par une avalanche de rochers. Le tremblement de terre, en fait, il avait creusé une espèce de canyon sur les flancs du mont Ararat. Et donc c'est là où le bateau a été cassé en deux, en fait. Et il s'est retrouvé encore sous de la glace, mais divisé. Alors au 19e siècle, hein, il y a eu beaucoup d'expéditions. Et il y a eu de grands explorateurs, hein, qui ont gravi cette montagne pour essayer de trouver l'arche. Voilà. Il y a eu beaucoup de descriptions, et donc il y a eu beaucoup de récits. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert, etc. Et sur je sais plus combien de récits, en fait sur 150 ans, sur une période de 150 ans, il y a eu énormément de récits, d'accord, qui sont venus se greffer sur cette fameuse arche au mont Ararat. Et dans ces récits, il y en a 34 qui sont très très cohérents, où il y a des témoignages, hein, témoignages oculaires, qui ont été recensés. Alors concernant les animaux, comment c'est arrivé au niveau de l'arche? Alors je dis voilà, je sais pas, ils disent que soit ils ont été guidés ou conduits par quelqu'un, ou soit par instinct de survie, ils sont arrivés là. Mais bon, ça reste un peu une énigme, hein. Ils disent que bon, vu que bon, ils ne comptent pas les animaux marins, hein, apparemment, ni les insectes. Non, bon, peut-être qu'il y avait des insectes, hein, peut-être qu'ils ont amené des ruchers entiers dedans, j'en sais rien, avec des abeilles, je sais pas. Mais bon, en tout cas, les animaux marins, ils étaient pas là, puisque voilà, ils étaient dans l'eau, donc il y en a beaucoup, je pense, qui ont survécu. Ensuite, ils disent que les espèces ont été amenées par couple. Et bien, effectivement, par couple d'espèces. Vous voyez, il faut prendre l'espèce de base. Par exemple, vous avez des millions de chiens, hein, aujourd'hui, mais bon, l'espèce de base, c'est les loups, par exemple. Ou alors, vous avez le renard, voilà, c'est une espèce aussi de canidé. Vous avez après les chats, vous avez des milliers de chats, mais il y a deux espèces ancêtres qui sont du chat. Donc, s'ils prenaient ces deux espèces ancêtres et qu'ils les mettaient, effectivement, ils avaient la place pour loger tous les animaux. Et même plus de place encore, apparemment, même pour Noé, pour tout ce qui est nourriture, etc. Voilà, donc voilà, je passe là. Alors en 1950, George Smith, hein, c'est un graveur de métier qui est passionné d'histoire, d'époque sumérienne, hein, de l'histoire et de l'histoire du Moyen-Orient, l'histoire et la culture, de l'époque assyrienne. Décode. Ce personnage va décoder pendant 10 ans les 25 000 tablettes d'argile d'écriture cunéiforme qui ont été retrouvées datant du 6e siècle. D'accord. En 1872, après un travail laborieux, il tombe sur le récit d'un bateau, hein, à travers ces tablettes cunéiformes, qui a survécu à un grand déluge, et il s'est échoué sur une montagne. Voilà. Cette histoire est connue comme l'épopée de Gilgamesh. Vous voyez, Gilgamesh, c'est l'histoire pareille, c'est l'histoire de Noé, mais c'est pas Noé.
Voilà, exactement le même récit que Noé dans la Bible. Ensuite, en 1876, James Bright, juriste et américain, gravit le mont Ararat et ramène une pièce de bois trouvée sous la neige, hein, partiellement pétrifiée, à 4600 mètres d'altitude. Il faut dire que le mont Ararat, c'est un mont qui est très enneigé, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de glace, beaucoup de neige, il y a de très rares moments où on peut l'escalader, parce que bon, il y a une espèce de fonte partielle, donc on peut découvrir des choses, mais sinon, il y a plusieurs expéditions qui sont parties pour essayer de trouver quelque chose, ils n'ont rien trouvé, parce que il y a de la glace qui recouvre à chaque fois, où ça fond, ça revient. Et voilà, donc c'est pas évident. Mais il y a des périodes où effectivement ils ont pu prendre des photos, ils ont vu des choses. Et alors voilà, l'épopée de Gilgamesh. Voilà, cet explorateur James Bright, enfin non, ce juriste et écrivain en fait qui a décidé de gravir le mont, il a retrouvé un morceau de bois partiellement pétrifié à 4600 mètres. Mais la découverte a été mise de côté en fait parce qu'à l'époque c'était le darwinisme, ouais, la théorie de la théorie de l'évolution, vous voyez, qui a pris le dessus et tout ce qui était un peu biblique, tout ça, machin, des trucs, ça a été mis de côté, vous voyez. Donc le concept de l'origine, de l'arche de la Bible, tout ça, ça a été mis un petit peu, vous voyez, on n'en parlait pas trop, c'était plutôt le darwinisme, machin, etc., les milliards d'années, etc., etc., voilà. En 1883, il y a une expédition turque au mont Ararat qui s'est passée pour examiner justement les dégâts du récent tremblement de terre. Ils rapportèrent avoir découvert la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à 4600 mètres avec des cloisons et des cages à l'intérieur, internes, sur plusieurs niveaux. Des cages, ouais, comme des cellules, vous voyez. Mais là c'est pareil, on n'en parle pas, le darwinisme était là, voilà, donc ils disent que bon, hein, on a un petit peu étouffé l'affaire. Alors il y a beaucoup de scientifiques qui refutent l'histoire de l'arche pour des raisons qu'une technologie pareille pour construire un tel bateau n'était pas possible. Voilà, à l'époque, hein, si l'on se réfère à ce que l'on sait aujourd'hui sur la construction des bateaux. Vous voyez, donc, mais l'étude de l'arche nous montre quelque chose de complètement différent, d'accord. Une maquette de l'arche a donc été apportée à un laboratoire marin. Alors il faut que je vous montre, oui, je vous montre l'arche, à quoi elle ressemblait. C'est pas du tout les bateaux que vous voyez, hein. Regardez, attention, hop, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on a vu de ce qu'était l'arche. Alors donc on a pris une maquette, cette maquette là de l'arche, et la maquette elle a été faite hein, d'après des dessinateurs, des illustrateurs qui ont comment dire, qui ont retranscrit, qui ont dessiné ce que les gens avaient vu. Hein, vous allez voir. Mais l'étude de l'arche nous montre quelque chose de différent. Voilà, une maquette de l'arche a donc été apportée à un laboratoire marin pour tester les conditions du bateau lors d'une grande tempête. Alors les résultats ont montré qu'il n'était pas possible de le couler, d'accord, car sa conception était très stable, lui permettant de se redresser de lui-même. L'équilibre de l'arche entre la flottabilité, la pesanteur, la force des vagues serait telle que l'arche se redresserait d'elle-même, même avec une inclinaison à 90 degrés. C'est-à-dire que même si l'arche elle flotte comme ça, même si elle est comme ça, vous voyez, tac, elle se redresse d'elle-même, elle flotte. C'est voilà, c'est un truc de fou, hein, comme elle a été conçue. Il est pratiquement impossible voilà, qu'elle chavire. Aucun autre bateau de cette taille n'a jamais été construit hein, durant les 4000 ans qui se sont écoulés, hein, jusqu'à maintenant, hein, qui ont suivi. Enfin, maintenant, oui, il y a des bateaux énormes, mais à l'époque, 4000 ans après, il n'y a pas de bateau, aucun bateau comme ça n'a pu être construit ou n'a été construit. Voilà. Alors en 1902, il y a un jeune Arménien et son oncle, pardon, qui gravissent le mont Ararat et qui voient l'arche, car la neige, elle avait vachement fondu. Hein. Ils sont arrivés à une période où il y avait carrément, il y a une grande partie de l'arche qui était à nu, à découvert. Et ce jeune homme, il est monté sur le toit, c'était vachement haut, hein, et il dit, voilà, un jeune Arménien, l'arche, la neige avait fondu. Bon voilà, il dit que
Il dit voilà, le bateau était immense, hein, plus grand que tous les bateaux que j'ai jamais vus. Donc il est monté tout en haut et sur la partie la plus haute du toit, voilà, il a vu comme des fenêtres. Hein. Voici d'après un illustrateur ce que le jeune homme a vu. Voilà, il vous montre un petit peu le. Voilà, je vous la remonte. Voilà les fenêtres en haut, tout en haut, vous voyez, toute cette ligne en haut là. Et suivez des petites, comme des fenêtres. Voilà. Le jeune, voilà. L'assemblage de bois a été fait à l'aide de chevilles. Hein, et ils disent que voilà, le tremblement de terre avait cassé l'arche en deux. Et c'est l'une des deux parties qu'a décrit le jeune homme. Alors il y a beaucoup de neige hein, et de glace sur le mont Ararat. Comme je vous l'ai dit, le temps il est assez pourri. Et donc après le déluge, alors le bateau il a fallu qu'il reste en flottabilité pendant un bon moment. Ils disent qu'après le déluge, le bateau resta 7 mois. Donc le bateau il avait déjà subi les 40 jours et les 40 nuits, je sais pas quoi, de tempête. 40 jours et 40 nuits de pluie. Hein. Mais bon, alors pour la nourriture, voilà, on sait pas, on suppose que vu que la température était pas. En fait, le bateau il était insubmersible, c'est 100% étanche. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il a été fait d'une manière que voilà, il n'y a rien qui a pu passer, ni l'eau, ni quoi que ce soit. Voyez. Donc imaginez, c'était un sous-marin mais qui flotte. Voilà, un sous-marin qui flotte, c'est ça, l'Arche de Noé. Alors ensuite pour la nourriture, il suppose que bon, vu comme il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas trop d'activité, il y a une partie des animaux qui ont peut-être qui sont mis en hibernation, il y en a d'autres qui, bon après peut-être qui mangeaient peu, vous voyez. Voilà, donc ça après, bon au niveau de la nourriture apparemment ils avaient de quoi stocker puisqu'ils ont pris que 2 espèces basiques, les anciens, les ancêtres, les races ancêtres, voilà. Donc bon apparemment je sais pas trop. Hein. En 1916, il y a un pilote d'avion qui a survolé le mont Ararat et il était équipé d'un moteur pouvant atteindre de hautes altitudes. Il faisait des tests. Et en faisant le tour de la montagne, il a repéré une structure sombre, énorme et gros comme un navire de guerre. Alors, avec une forme bizarre, arrondie vers l'arrière, vous voyez, arrondie vers l'arrière, vous voyez, arrondi vers l'arrière. Voilà, vous voyez là, c'est un peu arrondi, c'est un peu en carré arrondi. L'arrière ou l'avant, je sais pas. Voilà, arrondi vers l'arrière. Les nouvelles de Zabalowski, c'est le pilote, hein, décidèrent le tsar en 1917 d'envoyer 2 compagnies, c'était des expéditions, des grosses expéditions, sur le mont Ararat pour voir cette trouvaille. Donc les soldats trouvèrent l'arche, la mesurèrent et prirent des photos. On suppose que ces documents sont cachés. Alors on ne sait pas, on n'a pas eu plus de nouvelles de ces documents, où est-ce qu'ils sont passés, les photos. On ne sait pas. Peut-être qu'ils disent qu'elles cachées quelque part au Kremlin, hein, dans un coffre-fort, une pièce, je sais pas quoi. Alors peut-être que ça dérange, effectivement, voilà, je sais pas. Alors dans la biographie de la dernière survivante, hein, c'est de la famille du tsar, c'est sa petite fille, je sais pas, Anastasia, qui décrit lors d'une conversation en privé qu'elle a vu les photos de l'arche et le compte rendu de l'expédition et aussi elle affirme avoir porté une croix fabriquée avec le bois de l'arche de Noé. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pilotes alliés ont effectué de nombreuses missions hein, dans la région du mont Ararat. Et en 1969, dans une revue, il y a un pilote qui décrit qu'il a survolé et les photos décrites par des officiers indiquent qu'une partie était visible d'une structure à moitié recouverte de neige et de glace. Donc vous voyez, une partie du bateau qui était découverte et l'autre partie c'était de la glace. Et l'arrière du bateau était éventré et l'on pouvait voir des compartiments et des étages à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est au mont Ararat, c'est pas ailleurs. Ailleurs ils ont découvert des bateaux, oui, mais voilà, ils disent que c'est l'arche aussi, donc je sais pas. Moi je vous parle de cette histoire, des photos, des gens qui sont montés voir, qui le décrivent, vous voyez, quelque chose de concret. Alors apparemment, la masse d'eau qui a recouvert la Terre au niveau du déluge hein, a duré 150 jours. Voilà. Voilà, ça a duré 150 jours.
Et ils disent que les traces de ce déluge sont partout, partout autour du monde, hein, dans les fossiles, tout autour du monde. Ces fossiles ont été soudainement pris et capturés dans la boue, ils disent, les éléments, etc. Il y a des animaux, ils ont retrouvé des animaux, en train de nager, hein, il y avait des rhinocéros, des carcasses de rhinocéros, de zèbres, d'hippopotames, qui ont été retrouvés, brûlés dans des cendres volcaniques du Nebraska. Voilà, ils ont été retrouvés figés. Alors, ensuite, il y a eu en Angleterre, hein, des tonnes de poissons qui ont été retrouvés dans des positions de terreur, les nageoires étendues et les yeux gonflés. Un autre cimetière de fossiles a été retrouvé, celui de Geitzold en Allemagne, montre un mélange de plantes, d'insectes, de toutes les zones climatiques, de partout, hein, comme était le monde avant. Hein. Ce qui montre une destruction, une destruction à une échelle mondiale. Alors il y a eu des cristaux de sel, hein, qui ne peuvent se former que dans l'eau, ont été retrouvés à 4000 mètres d'altitude. Ça veut dire que l'eau était déjà là à 4000 mètres d'altitude. On retrouve même des fossiles au sommet de l'Everest. Et donc on parle dans la Bible, il parle de 40 jours et 40 nuits de pluie, hein, qui sont l'un des épisodes les plus longs et les plus dramatiques du récit dans la Bible. La Bible dit même les plus hauts sommets ont été recouverts par plusieurs mètres d'eau. Voilà. Alors fin de la première partie. La suite, je vous dis, ils disent qu'il y a eu 3 types d'inondations. Et je vous en parlais dans la deuxième vidéo. Voilà. Salut!